Donc je laisse la parole à Lilian. Merci beaucoup pour votre écoute. Et puis merci beaucoup Lilian d'être là ce soir. Merci Lilian. Oh. N'est-ce pas? Merci. Bon, ben, bonsoir. Alors oui, le sujet du handicap n'est pas sexy, donc on ne va pas le rendre sexy pour autant, même si vous avez autour de la table quelques événements, quelques œuvres d'art qui ont tendance à vouloir magnifier la différence. Donc bonsoir à tous. Hasard du calendrier ou pas, cela fait 15 ans, pile poil, jour pour jour, que la loi sur le handicap, l'égalité des chances a été promulguée par le législateur. Donc à l'époque, on va revenir sur l'objet de la loi. Donc ce que je vous propose ce soir, c'est de revenir rapidement sur le sens de la loi, sur les enjeux par rapport à cette déclaration de 2019, alors qu'on sait qu'une nouvelle loi a été promulguée également en 2018 et qu'elle prend effet à partir du 1er janvier 2020 avec des contributions, des effets qui se feront sentir dès le premier trimestre 2021. Donc ça nous laisse encore le temps de se préparer. Alors, expert handicap, donc moi je suis responsable d'un cabinet conseil en ressources humaines IFCL qui a été créé il y a une vingtaine d'années. IFCL a fêté son anniversaire le 14 janvier dernier. Je suis dirigeant également d'un centre d'aide par le travail, une entreprise adaptée. Et en fait, moi j'ai démarré mon activité il y a 20 ans sur l'optimisation des contraintes réglementaires. J'ai commencé l'activité par le financement de la formation professionnelle. Les entreprises à l'époque, en 2000, voulaient faire former leurs salariés et avaient peu de budget. Rapidement, l'apparition du DIF, la loi de mai 2004, les entreprises se sont retrouvées face à une contrainte réglementaire supplémentaire. Non seulement je n'ai pas de budget pour former mes salariés, mais en plus on me demande d'intégrer une contrainte de plus. Il va falloir que je dépense de plus en plus. Donc de cette logique de financement de la formation, on s'est tourné vers une logique d'optimisation des dépenses et de maîtrise des dépenses. Les dirigeants de l'époque m'ayant dit « Trouve-moi tous les arguments pour refuser systématiquement à mes salariés le départ en formation macramé dans le cadre de leur DIF ». Financement de la formation, maîtrise de dépenses qu'on a appliquée rapidement à tout ce qui est santé, sécurité, le coût de l'absentéisme, le document unique. Là aussi, une nouvelle réglementation, une nouvelle contrainte pour l'entreprise qui n'avait pas perçu finalement que si elle ne maîtrisait pas le risque professionnel, elle ne maîtriserait pas le coût du risque, de l'absentéisme et des charges. Donc vraiment dans une logique au départ, une logique optimisation fiscale. En 2005, j'ai découvert comme beaucoup d'entre vous la loi sur le handicap. Parce que simplement, un cabinet conseil, un OPCO, un conseiller OPCO, est venu me voir en me disant « Il y a une opportunité pour tes clients, si tu embauches en contrat pro un travailleur handicapé, tu vas avoir X milliers d'euros de primes. » Donc comme tout un chacun, j'ai découvert la loi handicap, les obligations, les contraintes. Avec une prise de conscience dès le début, les entreprises n'étaient pas au courant. Donc as-tu entendu parler de cette loi handicap? Ben non, je n'ai pas entendu parler de la loi handicap. Je sais que je suis obligé de payer. Je sais que j'ai là-dessus. Mon comptable me dit que je n'ai pas le choix. Donc finalement, je paye. Donc rapidement, en 2005, IFCL est devenu un cabinet conseil référencé par la GFIP pour accompagner les entreprises dans toute la mise en place de leur politique handicap. Ça passait par du diagnostic conseil, l'analyse des problématiques de l'entreprise et la mise en place des plans d'action, la réflexion sur comment les accompagner à recruter des personnes en situation de handicap, puis ça a été des démarches entreprises à quota zéro. C'est comment aider les entreprises qui avaient passé le seuil depuis plusieurs années et qui n'avaient toujours rien fait. Ça a évolué sur la vie au travail, l'amélioration des conditions de travail, comment je permets à un collaborateur de maintenir son emploi. Et comme ça, j'ai envie de dire, de 2005 à 2010, on a accompagné les entreprises sur comment faire fi de cette contrainte réglementaire, comment éviter de payer à fond perdu. Donc vraiment dans une logique, le législateur a une vision, l'emploi des personnes en situation de handicap. À l'époque, on nous a balayé sur le fait que c'était une contribution volontaire. Le législateur a en effet dit, avec la loi de 2005 aux entreprises, vous avez le choix de ne pas jouer le jeu. Le bon père de famille, les lois de 87 n'ont pas donné leurs effets escomptés. Vous avez le choix de ne pas jouer le jeu, par contre vous allez payer de plus en plus cher. Et c'est là où au-delà des 6%, on est rentré dans des logiques de contribution supplémentaires plus importantes. Le législateur avait décidé, l'entreprise a le droit de ne pas embaucher, par contre elle va payer un peu plus. Donc c'est là où la subtilité de l'époque, ce n'était pas une taxe, c'est un choix qui est laissé à l'entreprise de payer plutôt que de trouver des solutions. 20 ans après, 15 ans après, c'est toujours la même logique. L'entreprise peut répondre à son obligation en recrutant, en sous-traitant auprès de structures adaptées dont fait partie GDAS, ou simplement en payant une contribution. Donc ça, c'est les grands principes de la loi de 2005. Après avoir accompagné les entreprises pendant 5 ans, on a vécu les 2005, toutes les réformes, 2009, l'emploi des seniors, également le vieillissement, la population, les pénibilités. Rapidement, mes entreprises ont commencé à me dire en 2010, Lilian, c'est trop compliqué d'embaucher des personnes en situation de handicap, on préfère payer que d'embaucher.
bougez pas, je vais juste... Je m'étais dit que je mettais le compte à rebours. T'inquiète pas, je peux dire. C'est bon? Ah oui, non, mais tu me diras en disant stop, halte là, qui va là. Donc rapidement, les entreprises nous ont dit, c'est bon, les travailleurs handicapés, écoute, j'en ai recruté un, j'ai économisé 4000 balles, 5000 balles, finalement il m'a mis au prud'homme parce qu'il ne pouvait pas porter les ports de charge, il n'avait pas dit, je me suis retrouvé banané. Donc les handicapés, on n'en veut plus. Donc là, je me suis questionné sur les solutions qui existaient à l'entreprise au-delà du recrutement. Et depuis une quinzaine d'années, on a travaillé sur ces solutions. Le législateur disait, vous pouvez répondre à votre obligation d'emploi soit par l'emploi direct, vous recrutez vous-même des personnes en situation de handicap, mais également vous pouvez y répondre par de l'emploi indirect. C'est-à-dire que si vous achetez des prestations à des centres d'aide par le travail, des structures adaptées et protégées, vous pouvez répondre partiellement à votre obligation d'emploi. Donc là, je me suis tourné vers mes clients, je me suis rapproché d'un réseau qui existait à l'époque, qui est le réseau CAPLR, le réseau des entreprises adaptées régionales, et j'ai dit à mes clients, débrouillez-vous pour essayer d'acheter des prestations à ces structures. Et là, le stéréotype en plein, acheter des fournitures papier 3 fois plus cher parce que c'est un handicapé qui est censé les avoir emballées, payer des fournitures de nettoyage de bureau ou d'entretien d'espace vert, alors j'ai pas d'entretien d'espace vert, ça ne m'intéresse pas. Donc mes clients me disent, soit tu trouves une solution, soit on se passera également de ces solutions. Je suis allé voir la directe et j'ai dit, voilà, moi dans le cadre de mon activité, financement, formation, conseil, j'ai une partie administrative très lourde. Est-ce que si demain je crée un centre d'aide par le travail dédié à des prestations administratives, est-ce que vous me suivez? La directe a rigolé. Monsieur Pitot, si vous trouvez un handicapé qui a Bac+2 et qui peut faire de l'administratif, allez-y, banco bingo. En mai 2010, je crée GDAS, structure adaptée et protégée, spécialisée dans les prestations de services auprès des entreprises. De la sous-traitance purement administrative. Pendant 5 ans, GDAS a travaillé dans l'ombre d'IFCL en gérant les dossiers administratifs, en recrutant pour des salariés, en montant des dossiers administratifs. Juste au moment où on s'est dit, on peut prendre notre autonomie et on peut, nous aussi à notre niveau, montrer que des personnes en situation de handicap sont capables de réaliser des grandes choses. Donc en 2015, j'ai modifié les statuts de l'entreprise adaptée, qui jusque-là était une structure de prestation de services. Et j'ai tendance à raconter souvent, j'aime bien la parabole des 3 maçons qui sont sur le bord de la route. Le premier, on lui demande « Qu'est-ce que tu fais ?» Je construis un mur. Le deuxième construit une cathédrale. Le troisième, lui, œuvre à la gloire de Dieu. Donc moi, je n'œuvre pas à la gloire de Dieu, mais j'ai intégré dans mes statuts en 2015 l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées comme principale préoccupation de la structure. Je le fais en recrutant des personnes que je mets à disposition d'entreprises pour réaliser des prestations de services administratifs. Je le fais en accompagnant les entreprises dans le cadre de l'optimisation de leur politique handicap, comment recruter, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place. Et on le fait dernièrement au niveau grand public pour sensibiliser et faire tomber les préjugés sur le handicap. Parce que, à titre purement égoïste, si je n'arrive pas à persuader les gens de changer le regard sur le handicap et de montrer que finalement le handicap est pluriel, qu'on sort du fauteuil roulant et de l'aveugle, on n'y arrivera pas, j'arriverai pas à vendre mes prestations. Donc rapidement, GDAS est devenu une structure, cabinet conseil en ressources humaines, capable d'accompagner les entreprises sur des prestations à haute valeur ajoutée et surtout sur l'action de communication grand public. On a participé à la Montpelliéraine, on a participé à la course des Bacchantes, on a participé à des combats contre le cancer, contre le diabète de l'enfant, tout simplement pour montrer qu'il y avait autre chose que le handicap visible. Donc aujourd'hui, GDAS, structure de travail adapté et protégé, une quinzaine de salariés, nous accompagnons les entreprises dans l'optimisation des contraintes réglementaires, avec certes cette insertion sociale et professionnelle des handicapés en ligne de mire, mais surtout toujours, je suis un pur produit de l'optimisation RH, comment permettre aux entreprises d'éviter de payer à fonds perdus. Donc voilà, la loi existe, les taxes existent, comment je fais en tant qu'entreprise sans chambouler tout mon mode de fonctionnement et autres. Donc l'objectif, c'est d'essayer de vous donner un maximum d'informations. Donc l'idée, c'est pas de se mettre à nu en 20 minutes, je sais pas faire. Je suis pas plus long d'habitude, mais voilà, en 20 minutes, c'est compliqué. Donc l'idée, c'est de balayer avec vous l'ensemble des thématiques, expliquer d'où je viens, pourquoi on le fait. Il y a derrière foncièrement une vocation première. Quand on me demande comment tu es tombé dans le handicap, à un moment, forcément, il y a la partie opérationnelle, optimisation, qui était de dire, voilà, j'ai aussi réfléchi. J'ai dit, si je suis un cabinet conseil classique, j'ai ma prestation qui est facturée à 100%, pas de possibilité de prise en charge. Si je passe par l'entreprise adaptée, j'ai 30% de déductible, donc je me retrouve en concurrence avec des cabinets conseils tout aussi pertinents. Mais d'un autre côté, j'ai aussi l'argument du poids par rapport à ça. Ma mère était responsable d'un centre de rééducation fonctionnelle il y a une trentaine d'années. Tous les week-ends, elle ramenait à la maison des cassés, des gens qui n'avaient pas de quoi rentrer chez eux. Donc petit à petit, ça crée une petite culture là-dessus. Donc il y a la logique économique avant tout.
la logique sociale, contrairement à certains directeurs d'entreprises adaptées qui sont vraiment issus du médico-social, je ne l'ai pas. Par contre, ça n'empêche qu'on a des valeurs aussi et qu'on veut défendre. Donc 15 ans que la loi a été votée. Si je reviens sur l'essence de la loi et toutes ces évolutions, on va s'y retrouver. Alors, ce que je vous ai proposé, donc voilà, on a réalisé un e-book qui présente en 12 pages le changement de la loi, les principales évolutions réglementaires. Donc celui-là, si vous voulez le récupérer, je vous l'enverrai un truc. Par contre, on a également développé dans nos différents dispositifs, on a eu la chance de rencontrer des personnes brillantes. Et il y a quelques temps, j'ai rencontré Sabine Chapelle, ici présente, que j'ai conviée ce soir, qui est simplificatrice graphiste. Grosso modo, ce que je lui ai demandé, c'est le bouquin que j'ai fait en 12 pages. Ben, tu vas essayer de me le résumer en une page. Donc aujourd'hui, Sabine nous a proposé, avec le logo Afterwork RH, de décrypter pour vous la politique handicap. Alors ceux qui étaient là à l'atelier d'emploi LR la semaine dernière, on a fait évoluer les trucs puisqu'on a modifié les éléments. Donc tout ça pour dire que fin du mois de février, vous allez être amené à faire votre déclaration administrative et fiscale. En fonction des déclarations que vous allez faire, vous risquez de vous faire rattraper par la brigade dans quelques mois pour défaut d'action positive. C'est-à-dire que beaucoup de personnes d'entre vous qui ont dépassé le seuil des 20 salariés vont se dire « j'ai dépassé le seuil des 20 salariés, je déclare mon quota de 400 fois le SMIC horaire parce que de toute façon, je n'ai pas de salariés handicapés chez moi, mais j'ai quand même passé certaines commandes d'achat auprès du secteur adapté et protégé, donc je me sens tranquille. » Nous avons été alertés en octobre dernier par un expert comptable qui nous a mis face à une problématique, un client qui avait été rattrapé par la brigade de la GFIP et qui lui demandait de payer 75 000 € de majoration au titre de 2017 et 75 000 € de majoration au titre de 2018. L'entreprise avait une centaine de salariés, il lui manquait 5 équivalents temps plein, elle ne les avait pas, elle a fait sa déclaration en disant je paye sur la base de 400 fois le SMIC horaire. La GFIP lui a dit que nenni monsieur, madame, vous n'avez pas dépensé le minimum syndical qu'il fallait à 800 € près sur 4 ans pour répondre à votre obligation d'emploi. Vous êtes rattrapé, vous ne payez pas 400 fois le SMIC horaire, mais 1500 fois le SMIC horaire au lieu de ce que vous deviez. Donc ça veut dire qu'au lieu de payer 25 000 € de contribution, l'entreprise s'est retrouvée à devoir payer 100 000 € avec une rétroactivité sur 2 années passées. Donc le principal risque auquel vous êtes confronté sur cette fin d'année, c'est le défaut d'action positive. Donc ça, c'est ce que vous voyez dans le dessin en bas à droite. C'est toute entreprise qui a passé le seuil des 20 salariés depuis plus de 3 ans et qui n'a engagé aucune action positive, c'est-à-dire qui n'a recruté personne depuis 3 ans ou qui n'a pas dépensé un minimum syndical de 400 fois le SMIC horaire sur ces 4 ans, va se retrouver. Donc vous, votre préoccupation, j'ai passé le seuil de mes salariés depuis combien de temps? Est-ce que j'ai des salariés handicapés chez moi? Oui, non. Si je n'ai pas mes salariés handicapés, est-ce que j'ai passé suffisamment de commandes? Sachant que le montant qui est à retenir n'est pas le montant des achats, mais le montant de la main-d'œuvre utile. C'est-à-dire les achats duquel vous déduisez tous les frais de transport, de carburant, de matières premières. Donc les points de vigilance, on les a vus, le défaut d'action positive. Les points sur lesquels vous pouvez travailler, très souvent également, vous allez faire votre déclaration, vous allez vous focaliser sur les reconnaissances en qualité de travailleur handicapé. C'est-à-dire quels sont les travailleurs qui ont leur reconnaissance. Le législateur accepte d'autres types de reconnaissance. Les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé peuvent rentrer dans les effectifs. Les bénéficiaires de victimes d'accidents du travail, maladie professionnelle, qui ont une indemnité de plus de 10% et qui touchent une rentrent également dans le collectif de travail. On a également tout ce qui est pension d'invalidité à plus de 2 tiers, c'est-à-dire que vos services RH ou vos services paye ont été formatés en disant je fais la chasse aux RQTH. Les RQTH ne font partie que d'une partie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Donc regardez aussi dans vos comptes employeurs tous ceux qui ont eu des accidents du travail, des maladies professionnelles et qui ont eu plus de 10% d'incapacité, ces personnes sont également éligibles. Ça, c'est un troisième point au niveau d'optimisation. L'autre point sur l'optimisation étant pour la dernière année, l'équivalent temps plein au 31 décembre. La loi va nous dire à horizon 2020, toute personne présente au 31 décembre rentre dans les effectifs, je paye ma contribution sur la base de cet effectif d'assujettissement. Pour rappel, votre contribution est arrondie à l'entier inférieur. C'est-à-dire que vous avez 100 salariés, vous allez payer sur la base de 6 travailleurs handicapés, vous en avez 99, vous auriez une obligation de 5,9 travailleurs, l'État accepte que vous n'en déclariez que 5. Donc là aussi, il y a un sport national qui va vous amener à identifier quel est le mode de calcul le plus intéressant pour vous pour déclarer votre effectif de référence. Soit je prends la moyenne des heures travaillées, les 1600 heures,
que je divise par le nombre de personnes par rapport à ça, soit je travaille sur un autre système plus intéressant. C'est la dernière année où vous pouvez vraiment optimiser. Ça peut aller d'1 à 2 personnes en plus, en moins. Donc, sachant que c'est entre 4 000, 5 000 et 6 000 euros la personne manquante, c'est toujours intéressant. Donc là, on est vraiment sur les éléments. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'il est encore temps d'agir pour 2019. Pour ceux qui ne se sont pas précipités au 1er janvier pour faire leur déclaration. N'hésitez pas à vous rapprocher auprès du secteur adapté et protégé pour récupérer les quelques attestations que vous avez mis en place. J'en sais quelque chose. J'ai pris la présidence du réseau des entreprises adaptées il y a quelques années. L'entreprise adaptée, tout en étant ravie de la confiance que vous lui accordez, a parfois tendance, a du mal à vous envoyer avant la date fatidique les reçus libératoires qui attestent de votre engagement auprès du secteur adapté et protégé. Donc n'hésitez pas à faire le point sur les achats passés, c'est autant d'argent que vous pouvez économiser et autres. Point de vigilance, 2020, les 10% déductibles GFIP ne seront focalisés que sur 3 types d'actions. Les actions, là aujourd'hui on a 14 critères qui peuvent donner droit à déduction de ces 10%. En 2020, on n'aura plus que 3 critères qui seront renforcer l'accessibilité des personnes, quels sont les travaux d'aménagement que je peux mettre en place pour permettre à un collaborateur d'accéder facilement à son boulot, quelles sont les actions de sensibilisation que je peux faire auprès de mes salariés pour soit recruter des personnes en situation de handicap, soit permettre à des salariés en situation de fragilité de se faire accompagner, d'être connus. Ça nous permet de basculer sur la loi de 2020 et le reste. Alors, ça va, je ne vais pas trop vite? Un petit peu. Ah. Et n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions, si ça vous fait écho avec ce que vous avez vécu en entreprise, si là vous avez encore des problématiques. Oui, est-ce que pour 2019, il y a des gens qui se posent des questions? Oui. Nous avons le cas de... Enfin, pas le cas. Il y a, la question se pose concernant les stagiaires qui ont des statuts handicapés. Est-ce qu'on les déclare dans les effectifs? Alors, pour 2019, on les déclare à partir du moment où ils ont fait plus de 35 heures de présence dans l'entreprise. Et on peut les déclarer dans une limite de 2% de l'effectif. Mais on les déclare en effet. D'accord, ok. Voilà. Nouveauté de 2020, comme ça je rebondis. Toute personne handicapée, stagiaire, salarié, POE, PMSMP, stage de découverte et autres, quelle que soit la durée minimale de sa présence dans l'entreprise, rentrera dans le calcul des bénéficiaires. C'est-à-dire vous accueillez une personne en situation de handicap, que ça soit 1 heure, 2 heures, 5 heures, 3 semaines, un mois ou pas, il rentrera dans le calcul des effectifs. Au prorata temporis. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques, d'autres cas pratiques? Quand tu dis pour 2019, ça veut dire que la loi de 2020, ça change les choses ou... Enfin, Alors, la loi de 2018 prend effet au 1er janvier, donc c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2020, il y a de nouvelles règles de calcul, de nouvelles règles de modalités de défiscalisation qui prendront effet sur la contribution de février 2021. D'accord. Voilà. Okay. Donc là, j'ai envie de dire, on est toujours sur la base de l'ancienne loi. Ok. Et à partir de là, on va voir les nouveautés. Ok. On peut juste aborder les 3 grands axes, Oui. 3 grands axes de la nouvelle loi. Oui. Je voulais intervenir, je n'entendais pas que la jeune fille parlait devant. C'était juste ça. Elle voulait savoir sur 2020, à partir de quand la loi prenait effet. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, 1 heure, un jour, PMSMP. On a le DUOD cette année, qui est une grosse opération sur les personnes handicapées, qui se rendra le 14 mai 2020. Une opération spécifique pour recueillir justement dans les entreprises une personne handicapée, lui faire découvrir tous les postes que vous pouvez ouvrir. Donc voilà, c'est pour vous donner l'info. Donc moi, je fais partie de Cap Emploi, donc structure accompagnante sur l'insertion, le recrutement et le maintien dans l'emploi. Donc voilà, si vous voulez des infos, j'ai des flyers et on va faire une campagne de mailing, de publicité sur cette journée-là, très spécifique, qui permet aussi de sensibiliser vos équipes, voilà, au handicap. J'ai déjà des collègues qui Non mais c'est... donc ça permet aussi, voilà, quand si des salariés ont du mal à parler du handicap, de ce qui leur arrive, en voyant quelqu'un arriver sur une journée, eh ben, des fois ça peut déclencher certaines choses. Non mais ça fera partie des stratégies que vous pouvez mettre en place à moindre coût. Et c'est ce qu'on verra aussi dans les trucs et astuces, c'est comment engager une politique handicap sans parler de gros mots, sans parler de stratégie, avec des petits moyens. Madame Muriel. Si je peux me permettre pour les trucs et astuces, la METRA vient de mettre en place, donc pour tous les gens qui sont adhérents de la METRA, il n'y a pas de surcoût pour ce dont je vais vous annoncer, ça fait partie du pack de votre adhésion.
ils viennent mettre en place un atelier sur l'accueil d'une personne en situation de handicap dans son entreprise. C'est tout nouveau, appelez la METRA et prenez rendez-vous parce que ça peut valoir le coup pour accueillir une personne dans les meilleures conditions. Notez-le, mais ça après on verra si on peut faire une synthèse ou pas. Juste pour revenir, avant de parler des changements de la loi, les grands principes sur comment répondre à son obligation d'emploi de travailleurs handicapés, le législateur a fixé quelques règles de base. Soit l'entreprise emploie directement une personne en situation de handicap, c'est le recrutement, soit elle sous-traite une partie de cette obligation à une entreprise adaptée, à un centre d'aide par le travail, un ESAT, qui va répondre à cette problématique, soit elle accueille des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des stagiaires en situation de handicap, ça c'est les trois grands principes, soit elle met en place un accord d'entreprise, mais on va voir aussi l'évolution, c'est-à-dire qu'elle décide de geler les budgets ou en fait de consacrer le budget de son obligation pendant 3 ans à une politique handicap affichée, affirmée, présentée auprès des instances représentatives, soit au final elle paye une contribution volontaire. Donc recrutement, sous-traitance, accueil de stagiaires, accord handicap ou je paye. Voilà. Ça c'est grosso modo les démarches. Quand tu parlais du compte employeur tout à l'heure, donc le compte employeur est sur les 2 dernières années, 3 dernières années, tu l'apprends de comment sur ton... Tu parles de quoi? Le compte employeur accident du travail? Oui. Ça rentre pas dans le calcul. C'est juste que la rente incapacité qui permet ça permet d'identifier dans le compte employeur les salariés qui seraient éligibles à cette reconnaissance, les BOETH, bénéficiaires de l'obligation d'emploi, là où d'habitude on est focalisé sur la RQTH ou la H. Ok, C'est juste tout. une identification. Voilà, c'est juste vraiment pour se dire, sortez du cadre purement Cotorep, CDAPH, commission et autres par rapport à ça. Maître du temps, tu me laisses quoi? 2 minutes pour parler de 2020 et puis après on va démarrer sur la sensibilisation. Bon, ça tombe bien, vous avez sous les yeux l'ensemble des démarches. Ce qu'il faut retenir sur la loi de 2020, c'est que le législateur, en fait, il s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'il ne sait pas où sont les travailleurs handicapés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a imposé une obligation d'emploi à des personnes, des entreprises, ce qu'on se rend compte que 15 ans après, le taux de chômage des personnes handicapées est quasiment de 20%. Sauf que le législateur, il ne comprend pas, il ne sait pas où sont les travailleurs handicapés, parce qu'en faisant la somme de toutes ces déclarations administratives, il ne retrouve pas ces petits. On s'est rendu compte que parmi les structures, celle qui jouait le plus le jeu, c'était justement celles qui n'étaient pas obligées de recruter. C'est-à-dire les moins de 20 salariés qui avaient cette fibre naturelle de la diversité, de la différence, et qui se foutaient un peu de cette contrainte réglementaire. Donc aujourd'hui, le législateur a dit, écoutez, à partir du moment où c'est les petits qui recrutent, finalement la déclaration, elle va être obligatoire pour tous. Donc que vous soyez assujetti ou pas à la taxe, on va vous demander, quelle que soit votre taille, de déclarer chaque année le nombre de travailleurs handicapés que vous avez dans vos effectifs. Donc à partir de 2020, la déclaration des travailleurs handicapés se fait tous les mois par le biais de la DSN et le législateur va pouvoir avoir une vision un peu plus claire du taux d'emploi de personnes en situation de handicap. Autre nouveauté, c'est les 6%. Ça fait des années que ces 6% de quotas de travailleurs handicapés ont été mis en place et qu'ils ne correspondent à rien. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap aujourd'hui est de 20%. Donc le législateur s'autorise à faire évoluer ce taux. Donc là, politiquement parlant, on vient de faire évoluer. Le législateur nous a dit attention, on garde le taux de 6%. Par contre, on s'autorise à penser que dans 5 ans, on revoit la dynamique. Donc là, le législateur, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Vous avez vos taux de 6%, c'est bien. Ne vous endormez pas sur vos lauriers. Le taux de chômage des travailleurs handicapés, il est de 20%. Donc on s'autorise à penser dans les milieux autorisés que d'ici quelques années, ce taux de 6, il va peut-être passer à 7, à 8, à 10. On est vraiment dans une logique d'incitation à l'action. Dans une logique d'incitation à l'action, le législateur a aussi décidé de dire « Allez, stop, on arrête les trucs à la petite semaine, là, les établissements par-ci, les établissements par-là. Vous êtes des entreprises, vous avez créé tout un tas d'établissements, ce qui vous dédouane finalement d'une stratégie plus large, parce que seuls les établissements de plus de 20 salariés sont concernés par la taxe. Là, le législateur nous dit en 2020, c'est fini. À partir du moment où on va réfléchir sur l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, on va réfléchir au niveau de l'entreprise et non plus de l'établissement. C'est-à-dire qu'une structure qui avait plusieurs petites boutiques qui n'étaient pas assujetties à l'obligation d'emploi, c'est le cas du groupe Etam qu'on accompagne dans leur politique handicap. L'an dernier, le groupe Etam payait 80 000 € de contribution handicap parce que seul le siège social était assujetti à l'obligation d'emploi. 2020, ce sont toutes les 200 boutiques qui ont toutes entre 10 et 15 salariés qui rentrent dans le mode de calcul. Etam se retrouve à payer de 80 000 à 800 000 € de contribution. Bonsoir Lineda.
bienvenue parmi vous. Quelle arrivée discrète. Donc ce qui veut dire aujourd'hui que là aussi vous avez jusqu'en décembre 2020 pour vous préparer, mais déjà d'intégrer le fait que si vous avez plusieurs établissements, la somme de tous les salariés va rentrer dans le cadre de votre obligation réglementaire. Donc vous risquez de passer de 20 à 150 salariés, de 200 à 400 salariés, de changer d'effectif. Donc là, il y a une prise en compte à faire. Donc là, le législateur, à travers cet accélérateur, demande aux entreprises de mettre en place une stratégie globale. Au même titre que le législateur impose aux entreprises de plus de 250 salariés d'avoir un référent handicap pour pouvoir avoir quelqu'un qui mène la barque. Au même titre que le législateur interdit la reconduction des accords d'entreprise plus de 2 fois. On a des structures bancaires qui depuis des années ont signé un accord handicap, un deuxième accord handicap, un troisième accord handicap, avec des dérogations permanentes en disant on fera mieux l'année prochaine. Là, le législateur durcit le ton et dit maintenant vous avez 2 fois 3 ans pour obtenir des résultats tangibles. Ça veut dire que dès le début où vous signez votre accord handicap, vous savez exactement où vous devez aller et autres. Donc on est vraiment dans cette logique où on veut accélérer les démarches, on veut accélérer l'emploi. La conférence qui a eu lieu ce matin pour faire écho à ce qui a été mis en place sur la Convention nationale sur le handicap de ce matin. Pour 2020, 22 nouvelles mesures ont été annoncées. Parmi les mesures au départ, en 2005, on était sur l'accessibilité à l'information, au bâti, à la circulation des personnes en situation de handicap et le développement un peu de l'emploi. Là, on est vraiment axé sur une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé qui va durer, donc ça on verra de plus en plus possible. La possibilité de prendre en compte le congé des parents des aidants. On a ici Malakoff Médéric qui a développé toute une offre de services pour permettre à des salariés qui prennent soin de certains bénéficiaires, aidants, personnes fragilisées. Là, on officialise le fait qu'il faut prendre en charge les personnes en situation de handicap. La mise en place d'un numéro unique pour rompre l'isolement des personnes. La mise en place d'une démarche globale avec les Cap Emploi, les Pôle Emploi pour vraiment axer sur l'emploi des personnes en situation de handicap. L'accompagnement, l'amélioration des modalités d'accompagnement des élèves, quel que soit le secteur d'activité, le plus longtemps possible, aussi bien dans les secteurs agricoles. On est vraiment en train de créer une passerelle pour permettre à ces personnes d'accéder à l'emploi. La mise en place de sites pilotes, le lancement de plateformes numériques emploi et formation dédiées aux personnes en situation de handicap avec la mise en ligne des premiers services d'information. Ce qui fera peut-être écho, Virginie, à l'atelier suivant sur la fracture numérique et justement comment on peut travailler là-dessus. Et ensuite, une augmentation, une volonté du législateur de permettre l'accès à travers les contrats d'apprentissage à des personnes en situation de handicap. Parmi les nouveautés qui ne sont pas négligeables, le recours au secteur adapté et protégé, la sous-traitance, elle se sent seule, venez parmi nous. On va lancer les ateliers parce que voilà. du temps... Maître du temps, il a juste explosé de 10 minutes. Pas grave. Oui, le recours à la sous-traitance, travailleur adapté et protégé. Il y a 2 ans, quand on a appris en tant que réseau d'entreprises adaptées que le législateur envisageait de réformer toute la loi, on s'est dit, excusez le terme, on est en train de nous chier dans les bottes. Le législateur ne veut plus que les entreprises adaptées aient un rôle à jouer dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Donc grosso modo, les intentions de base de la loi étaient de dire le législateur demande aux entreprises de répondre uniquement à leur obligation d'emploi par l'emploi direct. L'emploi direct, ça veut dire le recrutement de personnes en situation de handicap. Tous les achats auprès du secteur adapté et protégé seront minorés, il y aura moins d'intérêt de recourir à cette démarche d'achat solidaire. Au final, 2 ans après, on se rend compte que le législateur a décidé de n'afficher le taux d'emploi qu'étant le taux d'emploi direct, c'est-à-dire que par rapport à ces 6%, vous êtes une entreprise, vous ne pourrez afficher un taux d'emploi que en relation avec le nombre d'emplois que vous avez réalisés, mais au moment de payer la taxe, vous pourrez déduire tous les achats que vous avez passés auprès du secteur adapté et protégé. Sachant que par contre, pour les petites entreprises, le fait de recourir à des entreprises adaptées sera plus intéressant parce que là où c'était uniquement de 20 à 30% de la main-d'œuvre que vous pouviez retenir pour déduire de votre taxe, systématiquement maintenant ça sera 30%. Quelle que soit ma taille, j'achète une prestation auprès du secteur adapté et protégé, j'ai 30% de la main-d'œuvre que je peux déduire de ma taxe. Sachant que là où on était plafonné à 50%, c'est les petits débats 50 à 75% il y a quelques années, aujourd'hui on peut aller jusqu'à 75% de taux de réponse. Donc vraiment une volonté du législateur d'inciter les entreprises à agir, à bouger, soit à travers l'insertion sociale et professionnelle, le recrutement direct, soit la sous-traitance. Une des nouveautés particulières, et là
on s'attardera après là-dessus. Les entreprises adaptées ont désormais la possibilité de mener des expérimentations. Depuis l'an dernier, 2 entreprises adaptées de la région Aix-Languedoc-Roussillon ont été habilitées par le législateur à mener des expérimentations. GDS en fait partie, l'APF en fait partie. C'est des CDD tremplin. C'est-à-dire qu'on nous perçoit aujourd'hui comme des structures d'insertion par l'activité économique. Charge à nous de recruter des personnes de 4 à 24 mois, de les accueillir, de les intégrer, de les former aux besoins d'une entreprise et de les remettre sur le marché du travail, dans l'idéal, auprès de cette entreprise. Ça veut dire que demain, vous aimeriez répondre à votre obligation d'emploi par l'embauche de personnes en situation de handicap. Vous n'osez pas franchir le cap, décider de prendre managérialement le risque de recruter des personnes. Vous pouvez vous appuyer sur des structures adaptées et protégées pour répondre à cette obligation et à travers un système de mise à disposition, finalement payer l'équivalent du salaire sans avoir la responsabilité managériale. Autre expérimentation sur laquelle on va se lancer en mars prochain avec GDS, ce sont les entreprises adaptées de travail temporaire. Le législateur aujourd'hui veut inciter les entreprises adaptées à devenir des structures de travail temporaire pour permettre justement aux entreprises de tester à travers des courtes missions, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, des personnes et vraiment se faire une situation. Aujourd'hui, ce qui bloque les entreprises, c'est la prise de risque de dire, voilà, la personne elle est en situation de fragilité, de handicap, je la connais pas, est-ce que je joue le jeu ou pas par rapport à ça. Voilà, donc les grandes nouveautés, on est là, il y a sûrement plein de choses à dire, mais on va laisser la part de l'art. Juste, je reboucle et j'explique. L'atelier que tu vas mettre en place tourne autour de la démarche Étendard. Étendard, c'est un collectif d'artistes qui a été mobilisé pour déconstruire les préjugés sur le handicap. Je vous le fais court. Il y a 1 an, une coopérative d'artistes m'appelle en me disant on a plein d'artistes, ils sont individuels, ils sont paumés, ils ont besoin d'exposer, ils ont besoin de logistique, ils ont besoin d'aide à la facturation, ils ont besoin d'achats groupés. Est-ce que le secteur adapté et protégé ne pourrait pas créer une conciergerie pour permettre à ces artistes d'accéder à un maximum de clients et un peu structurer leur démarche? Donc la SIC Art Company nous a fait confiance en donnant à GDS la gestion de cette conciergerie. Et je me suis rendu compte en tant qu'adhérent de cette coopérative, que la coopérative, et c'est là où on fait le lien avec le fil rouge, l'art au service des ressources humaines, cette coopérative avait l'habitude de lancer des appels à projets. Une entreprise arrivait en disant, mais voilà, moi j'ai 10 000 euros, j'ai 15 000 euros, j'ai 20 000 euros à mettre sur la table et j'aimerais soit créer de la cohésion d'équipe auprès de mon entreprise, soit redécorer mes bureaux, soit travailler sur la résistance au changement, mais le tout à travers l'art. Et j'ai décidé de faire travailler cette coopérative en disant, mais voilà, moi je suis prêt à mettre 10 000 euros, j'aimerais acheter une 12aine d'œuvres d'art pour faire un calendrier, sensibiliser mes clients sur l'importance du handicap. Donc j'ai lancé un appel à projet. J'ai dit, vous êtes un artiste local, international, vous avez envie de répondre à cet appel à projet, rejoignez-nous. 6 mois après, j'ai acheté 35 000 euros d'œuvres d'art. C'est 8 artistes qui ont été retenus. Et finalement, on s'est rendu compte que finalement, on a réussi à créer un collectif d'artistes qui pouvait déconstruire les préjugés. Donc aujourd'hui, les œuvres que vous avez autour de vous sont des œuvres qui ont été mises en place façon cheval de Troie pour sensibiliser les entreprises, sensibiliser les salariés, sensibiliser les managers, faire tomber les préjugés sur le handicap pour un objectif, permettre à des salariés fragilisés d'accéder à cette reconnaissance en qualification de handicap, se révéler auprès des collaborateurs. On se rend compte qu'il y a quelques années, là où les entreprises étaient à la chasse aux sorcières, handicapés lève la main, j'en ai marre de payer, là aussi il y avait une incompréhension. Le législateur nous oblige à embaucher des personnes alors qu'on en a forcément dans nos effectifs. Il y avait toute cette inquiétude, donc là on s'est dit comment on peut aborder la situation différemment. Donc vous allez être mis à contribution pour essayer de voir qu'est-ce qu'évoquent pour vous les œuvres d'art. Au-delà du côté artistique, il y a un véritable outil pédagogique qui a vocation à faire tomber les préjugés aussi bien des managers que près des salariés. Donc l'idée c'est ça, voilà, Étendard, c'est susciter l'émotion pour inciter à l'action. Et je te laisse prendre la suite.